Vraiment nuageux aujourd'hui à Sorel-Tracy avec des averses de pluie ou de neige, dépendant de la température. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux. Minimum de -8. Pour demain matin, c'est ensoleillé. Ennuagement tard en soirée avec un maximum de +3. Et pour dimanche, de la pluie intermittente, c'est venteux. Maximum de 10 degrés. Jusqu'à jeudi inclusivement, les nuages seront dans le ciel de Sorel-Tracy. À deux, c'est mieux avec Luc Denoncourt et son invité sur les ondes du FM 101.7. De retour à deux, c'est mieux en direct de la Bouffe Tiffany, toujours avec mon invité Herbert Léonard. Monsieur Léonard, quand on a chanté l'amour toute sa vie, est-ce qu'on a peur de se répéter sur le thème? Non. L'amour ne s'épuise jamais. On peut le dire, on peut décrire la même situation de 100 000 façons différentes. Non, je me lasse jamais de ça. On a parlé tout à l'heure de la sélection des chansons, du côté difficile du choix. Est-ce qu'on est plus difficile avec le choix en vieillissant ou c'est quand on est jeune qu'on est comme ça? C'est-à-dire que le problème n'est pas tout à fait celui-là. Le problème, c'est qu'en vieillissant, on vous propose moins de chansons. OK. Et oui. Parce que les compositeurs vont plutôt vers les jeunes pour exploiter leurs chansons. Exploiter, c'est pas vraiment un très beau mot, mais bon, c'est un peu ça. Non, on me propose moins de chansons, mais qualitativement parlant, c'est souvent mieux. Il y a un concept en France qui a évidemment débarqué ici, c'est Âge tendre et tête de bois, qui ici est le retour de nos idoles, et ça marche très bien, autant ici qu'en Europe. Oui. Est-ce que ça vous surprend à chaque fois de voir que les gens répondent autant à cet appel-là? Ça prouve qu'il y a un manque, c'est-à-dire au niveau des médias, par exemple, il y a un manque, c'est-à-dire des chanteurs comme moi ou Michel Thor, nous passons beaucoup moins dans les médias, sur les radios, sur ce qu'on appelle les réseaux chez nous, qui sont essentiellement axés sur les jeunes. Donc on passe beaucoup moins sur ces réseaux-là et je pense que le spectacle vivant, le live, comme vous dites, le spectacle vivant, eh bien, ça attire de plus en plus de gens. Et évidemment, les gens qui sont nostalgiques de Michel Thor, par exemple, ou d'Herbert Léonard, ils viennent tous. Et c'est pour ça que Âge tendre et tête de bois, ou le retour de nos idoles, c'est une réussite à ce niveau-là, parce qu'effectivement, les gens peuvent revoir des idoles qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps. Dans les années 80, quand vous veniez au Québec, il y avait beaucoup de télévision qui diffusait de la musique, beaucoup d'émissions de variété. Maintenant, il n'y en a presque plus. Non, chez nous, non plus. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en Europe, c'est le même problème. Oui, on a exactement le même problème que vous, ou inversement. Internet a balayé beaucoup de choses. Je veux dire par là qu'Internet, ça n'a pas été que du bien, Notamment au niveau du show business, plutôt le contraire. Enfin, moi, je trouve. Ce qui fait que les gens n'achètent plus de disques, ils vont télécharger les chansons directement sur Internet. Le métier est en train de péricliter complètement, les disquaires disparaissent, le CD lui-même va sans doute un de ces jours disparaître en faveur du MP3, tout simplement. Donc moi je suis déjà dans la phase descendante, on va dire, je suis trop vieux pour ça, mais je pense aux jeunes qui viennent derrière. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment ils vont exploiter leur talent, j'en sais rien du tout. Vous qui avez connu la belle époque où on vendait parfois, quand on avait un succès, plusieurs centaines de milliers de copies d'albums, ce qui n'est plus le cas maintenant, est-ce que ça vous inquiète? Je suis inquiète. Le métier va finir par trouver quelque chose pour remplacer le CD, mais est-ce que ça sera aussi jouissif que ce qu'on a connu nous? Je ne sais pas. Il y a une belle vague pour la nostalgie, on l'a dit, Âge tendre et tête de bois, le retour de nos idoles, mais il y a beaucoup d'artistes en Europe qui reviennent sur disque, qui font des albums de duo, qui marchent très bien également. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça, cette vague-là? Je dis que c'est un phénomène de mode, c'est très cyclique, ça, En ce moment, effectivement, c'est même plus de présenter ses propres chansons, c'est de chanter les chansons des autres. Oui. Reprendre les chansons des autres, c'est très très à la mode en ce moment, et puis faire des duos par-ci, ou de réenregistrer ses propres chansons, très à la mode, mais c'est très cyclique ça, enfin je pense. En plus de chanter, on vous a vu jouer aussi dans votre carrière, dont entre autres Frollo, dans Notre-Dame de Paris, qui a dû être une magnifique expérience, j'imagine. Ça a été extraordinaire, j'ai relégué Herbert Léonard dans un coin pendant 2 ans, et je me suis mis dans la peau de Frollo. Et j'ai pris, comme on dit en France, un pied énorme à faire ça. C'est-à-dire que j'ai été j'étais vraiment dans la peau de Frollo. Et au bout de 2 ans, j'ai arrêté parce que je finissais par ne plus être chez moi. Donc je voyais plus ma famille, j'étais tout le temps sur la route et j'ai abandonné le rôle avec beaucoup de repas.
Mais pendant les 2 ans où je l'ai joué, j'ai vraiment eu énormément de plaisir à le faire. C'est comment de ne pas être Herbert Léonard sur une scène? Est-ce que ça faisait du bien? Je sais pas, franchement, je sais pas, mais c'était une autre expérience, quoi. Je chantais plus comme de la même manière. Je chantais des chansons formidables, les chansons que je chantais de Plamondon étaient des chansons formidables. C'était une autre façon de faire. J'étais un autre homme. Dans la peau de Frollo, j'étais un autre homme. Est-ce que le jeu, c'est quelque chose qui vous attire? Je sais que vous avez joué dans Navarro aussi. Oui, mais ça c'est tout à fait, ponctuel. Je connaissais bien, comment il s'appelle déjà? Pardon, son nom m'échappe, le comédien. Roger Hanin. Je connaissais bien Roger Hanin, et puis je savais que dans les Navarro, il y avait toujours des guest stars. Et un jour, elle m'a dit, tu veux pas faire guest star? Alors j'ai dit, si, mais je veux rejouer le rôle à mon père. Alors, on m'a donné un rôle d'assassin. Mais c'est une expérience, je ne me vois pas du tout dans la peau d'un vrai comédien, quoi. C'était juste très occasionnel. Mais c'était bien. Il y a eu un livre qui a été écrit sur votre carrière, en fait. Oui. C'est pourquoi vous vouliez faire ça? En fait, c'est pas un livre, c'est plus un survol, c'est pas une biographie, hein, c'est plus un survol de ce que j'ai vécu, on va dire, dans ma carrière. En fait, au départ, je voulais pas le faire parce que je suis trop introverti pour étaler ma vie comme ça. Et en fin de compte, je me suis dit si, mais à condition qu'on ne me parle pas de ma vie privée, parce que j'ai toujours fait une césure totale entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et puis, j'ai étalé dans ce livre mes joies et mes peines en ce qui concerne le métier, mais uniquement le métier. Et puis bon, ça a eu l'heure de plaire, voilà. Est-ce que ça rappelle des souvenirs quand on travaille sur un projet comme celui-là? Parce qu'évidemment, on revisite toute notre carrière. Moi, j'ai une très, très mauvaise mémoire. Alors donc, il a fallu que je me réfère à tous ceux qui m'ont entouré pendant toutes ces années-là pour me remémorer tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, quoi. J'ai une mémoire très sélective. C'est-à-dire que je ne me souviens pas de tout. Je me souviens que de ce que je veux bien me souvenir, en fait. Pas forcément du bien, hein, les choses bien. Il y a aussi les mauvaises choses. Donc ça a été une espèce de retour en arrière qui m'a effectivement rouvert les yeux sur certaines choses que j'aurais peut-être pu faire mieux, okay. Ou d'autres que j'aurais peut-être pu ne pas faire, okay. Etc. Donc, c'était assez passionnant à écrire. Ouais. Est-ce qu'il y a des regrets? Oh, des regrets, on en a toujours, mais j'en ai pas d'assez gros pour qu'on en parle vraiment, quoi. Non, j'ai pas vraiment de gros regrets. J'ai pas un ego démesuré, j'ai pas non plus une ambition démesurée. Je suis du genre à faire des projets à court terme plutôt qu'à long terme, c'est-à-dire ce que j'ai à faire dans l'année en cours, ça me suffit pour me concentrer bien dessus. Donc non, je pense pas que j'ai de véritables regrets, non. Quand on prend le recul et qu'on regarde son parcours, est-ce qu'on est fier du parcours accompli? Vous qui aviez rêvé de faire ça déjà très jeune. C'est-à-dire que... C'est très bizarre ce que vous venez de me dire, vous qui rêviez de faire ça. En fait, j'ai jamais rêvé de faire ça, ce métier-là. Okay. C'est arrivé? C'est arrivé comme ça. Okay. Sauf que j'étais sur scène avec mon petit groupe de rock'n'roll amateur dans les années 60. J'avais 15 ans. J'étais sur scène et par là, ils cherchaient un guitariste à ce moment-là. Ils se sont dit, celui-là, il est pas mal, en parlant de moi. Est-ce que vous voulez venir avec nous? C'est un groupe qui s'appelait Les Lionceaux, qui était très connu en France. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain. J'ai dit oui. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain sur la scène de l'Olympia en première partie de Chuck Berry. Et wow. Je n'avais rien demandé, quoi. Et ça a été un enchaînement de circonstances comme ça. Mais dans ma tête, j'avais pas du tout l'intention de faire de ma vie, ce métier de ma vie, quoi. Bon. C'était quoi le métier que vous vouliez faire? Moi, je faisais des études de technicien et de dessinateur industriel et je trouvais ça très bien. OK. Ouais, mais le rock'n'roll a tout balayé. C'était comme guitariste, donc, à l'époque. Oui, comment le chant est arrivé? Avec les Lionceaux, un jour, on a décidé de... Parce que les Lionceaux faisaient du Beatles en français. Mais moi, je ne faisais pas vraiment. Hein, je faisais plus des chœurs qu'autre chose. Et un jour, avec les Lionceaux, on s'est tous pris en main. On s'est dit, peut-être qu'on pourrait diversifier un petit peu notre répertoire. Chacun va chanter 3 chansons qu'il a vraiment envie de chanter, quoi. Et moi, j'étais en plein rythme à ce moment-là. Je me suis dit, d'accord, moi je vais chanter du Joe Tex, de l'Otis Redding, du Howard Tate et tout ça. Déjà, eux, ils ne savaient même pas qui c'était, quoi. Mais moi, j'étais là-dedans. Alors donc, je me suis mis à chanter comme ça.
Et puis un producteur est passé par là un jour, il a trouvé ça bien, on a fait un disque, ça a marché, voilà. C'est vraiment des hasards, j'ai pas cherché à provoquer quoi que ce soit pour réussir dans ce métier, c'était pas ce que je voulais faire au départ. Et puis en fin de compte, je me suis pris au jeu et ça va très bien. Et finalement, c'est devenu ça. Exactement, oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé, bien évidemment, il y a eu dans les années 60, mais est-ce que vous avez déjà pensé tout arrêter par la suite? Non, plus maintenant, parce que je suis assez sûr de moi, même si j'ai des périodes creuses, hein, parce qu'on a tous des périodes creuses, des hauts et des bas. Non, je pense que je ne mourrai pas sur scène, mais j'irai le plus loin possible, en tout cas, ouais. On va aller écouter un autre de vos succès qui a bien marché ici, Mon cœur et ma maison. Ouais. Et on revient après la pause à C'est mieux avec Herbert Léonard. D'accord.